Alors, ce soir, on va commencer notre introduction au paranormal. Alors, ma petite Sabrina, j'aimerais savoir comment tu as commencé à t'intéresser à l'univers du paranormal et à mener des enquêtes sur le terrain. Alors, est-ce que tu veux, à l'origine, qu'est-ce qui m'a amené à mettre un pied là-dedans, ou ce qui m'a amené à commencer directement les enquêtes? Alors, c'est une question d'ordre général et tu peux répondre vaguement, car après, on va rentrer dans les détails plus précisément. Alors, on va dire que j'étais consultante avant 2011 pour d'autres équipes. J'ai même géré la page fan de RIP. Ok. Directement, les infos venaient d'eux. On était deux dessus. Et tu peux préciser qui c'est ou ce que c'est pour les gens? RIP, c'était une des premières équipes d'enquêteurs en para qu'ils ont passé sur Planète AEE, qui était diffusée à la télé. Ok. Voilà. Et ensuite, une fois que la vie a fait que j'étais tout seul avec les enfants à la maison, j'ai commencé à être plus qu'en consultante. J'ai créé mon équipe en 2011. Et ensuite, je me suis déclarée en préfecture en 2013. Et de ce fait, c'est ce qui m'a un peu poussée à aller un peu plus sur le terrain, justement, parce que j'étais consultante et j'avais envie d'être autre part que derrière mon ordinateur, en fait. Ok, ouais. Je comprends. Voilà. De gérer les choses directement sur place que... Vous voulez vivre de l'aventure et de la... Voilà, faire partie de l'aventure physiquement. Ok. Ouais, je comprends. C'était déjà un bon start, j'ai envie de dire. Et justement, as-tu toujours eu un intérêt pour le paranormal ou est-ce un événement en particulier qui a déclenché cette passion chez toi? On va dire que c'est plutôt quelque chose qui remonte à l'enfance. Ok. On va dire depuis toute petite, au dernier souvenir de ce que ma mère me racontait, je percevais déjà des choses, j'avais à peine 3 ans. Après, quand t'es petit à cet âge-là, tu te souviens pas forcément. Ouais. Et j'étais régulièrement en vacances chez mamie, comme beaucoup d'enfants. Et une nuit, j'étais réveillée vu que j'avais une petite envie pressante, j'avais 6 ans. Okay. Et du coup, j'ai vu une masse blanche qui flottait, d'apparence partiellement humaine, sans voir vraiment le visage, qui se dirigeait vers moi. Je me suis mis à hurler. Ma grand-mère qui arrive me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis dit je vais pas le dire aux grands, ils vont pas me croire. Donc je l'ai gardé pour moi. J'ai dit rien, mamie, j'ai fait un cauchemar et c'était sans arrêt que je pouvais apercevoir des choses comme ça, entendre des choses. Je savais à peu près quand est-ce que s'il y avait un décès, je le percevais. Des choses du passé, de l'avenir, des choses comme ça en fait. Ok. T'avais des phénomènes inexplicables, on va dire, à l'époque, en tant qu'enfant, tu sais pas trop. Ouais, quand t'es tout petit, t'es un peu perdu parce que t'oses pas en parler, tu dis on va pas te croire, tu sais peut-être des copains imaginaires, et puis t'apprends à grandir avec ça, au fur et à mesure du temps. Ok, très bien. Ouais, je vois. J'ai une grande sœur qui m'a parlé un petit peu de choses similaires, donc voilà. Mais oui, effectivement, c'est pas forcément facile d'en parler, notamment quand t'es enfant. Non, surtout quand t'es petit. Ouais. Il faut déjà avoir confiance en toi et en ce que tu vois, être sûr, tu vois. Mais oui, c'est ça aussi. Justement, y a-t-il une expérience paranormale marquante qui a changé ta perception de ce monde et t'a encouragé à devenir enquêtrice? Vraiment un événement où tu t'es dit maintenant il faut que j'y aille, que je me lance, quoi. Comme je te dis, c'est quand j'étais au plus bas, je me suis rattachée à la spiritualité il y a quelques années, et c'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Mais je me souviens, avant d'être enquêtrice en para, je devais à peu près, à l'époque j'avais 15-16 ans, on va dire 16 ans à cette époque-là. Ouais. Et toute la famille fréquentait un club de sport. C'est-à-dire, moi je joue au rugby, ma mère tenait le bar.
J'étais pom-pom girl en même temps aussi. Bon, bref, passons. On était tous dedans, en fait, hein, tu vois. Et on était chez des amis ce jour-là avec ma mère. On devait rejoindre le club là où se déroulait un match. C'était Duisan contre Amiens à cette époque-là. Ouais. Et avant de monter dans la voiture, je regarde ma mère. J'ai un flash. Je fais quand on va arriver devant le club, va y avoir les pompiers. Et il y a un des joueurs de chez nous qui va nous dire qu'ils ont gagné 3-0, mais qu'il y aura un blessé dans l'équipe adverse, dans la joue droite, à l'intérieur. Bon, on monte en voiture, on arrive là-bas, pompiers devant le club. Cette personne-là arrive vers nous, dit exactement la même chose que j'avais dit à ma mère, et en effet, ça s'est déroulé exactement pareil. Et il y avait toujours des circonstances, des événements comme ça constamment. Et aussi un jour, une autre histoire, j'avais un cousin qui était motard, qui allait avoir 24 ans. Et le jour de son décès, à l'heure de son décès, je me suis mis à parler de lui. Et alors que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on n'était pas fâchés, mais la vie avait fait que on s'était un peu éloignés. Et le lendemain matin, ma grand-mère m'appelle et me dit « Christophe est décédé hier à telle heure, pile poil à l'heure où je me suis mis à parler de lui. » C'est tous des petits trucs mis bout à bout comme ça qui m'ont dit « Mais j'ai un rôle à jouer là-dedans quelque part, tu vois. » En gros. Ouais, et effectivement, ouais, c'est troublant comme... Ouais, c'est troublant, hein. Ouais. Et encore, je pourrais t'en raconter des dizaines, mais je prends vraiment ceux qui m'ont... Ouais. Ces deux événements qui m'ont le plus décidé un petit peu à mettre le pied là-dedans, quoi. En tout cas, ouais, ça me donne presque des frissons, tu vois. Je me dis, wow, ça doit être quelque chose à vivre, ouais. À ressentir. Alors, je me permets, oui, bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre. Et oui, Narco, c'est bien quelqu'un qui a travaillé chez RIP avant. Elle l'a juste expliqué, justement. Quelqu'un t'a reconnu. Donc, ouais, qui a juste dit, tiens, c'est pas quelqu'un qui... ce que je t'ai demandé, ce que c'était, tu vois, c'est pas une coïncidence que je t'ai posé la question. D'accord. Ok. Non, c'est pas vrai, mais c'est juste, voilà. Je crois pas trop aux coïncidences, moi, d'ailleurs, tu sais. Ouais, j'imagine que... Ouais. Ensuite, c'est quoi tes premières étapes, en fait, pour passer de juste curiosité pour le paranormal à l'enquête sur le terrain? On va dire la transition juste entre tu t'y intéresses et c'est tout un cheminement parce que tu vois au début t'es consultant. Tu dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as envie de franchir le pas. Les gens pour qui t'es consultant, des fois ils te proposent d'aller avec eux. Tu vois comment ça se passe et après tu dis ouais c'est fait pour moi, faut que j'y aille un peu. Et après c'est tout un cheminement qui se met en place parce que t'as quand même faut avoir du matériel. T'as une organisation aussi autour de tout ça. Après, libre à chacun de se déclarer en préfecture ou pas, c'est pas une obligation. Hein. Okay. Et faut quand même avoir un minimum de connaissances en ésotérique, dans le matériel, tu vois. Donc c'est vraiment, t'as quand même un minimum de connaissances et d'apprentissage à faire avant de te lancer. Tu te lances pas à tête perdue là-dedans, parce que c'est pas un jeu le paranormal. Je confirme. En tout cas, moi, c'est quelque chose que en étant enfant, justement, il y a souvent des amis qui voulaient faire des expériences, des trucs et tout. Moi, j'ai jamais voulu faire avec, tu vois. Parce que, je me suis dit, non, je pense que c'est dangereux, tu vois. Je le sens pas. Et, ça peut l'être. Voilà. En tout cas, j'ai jamais fait avec. Ok. Est-ce que le fait de mener des enquêtes, ça a changé ta perception initiale du paranormal ou pas? Je peux dire... On va dire que oui, ta perception, elle évolue un peu dans le sens où t'es là pour avoir des réponses. On les a... On n'aura jamais complètement toutes les réponses qu'on se pose. On veut déjà essayer de prouver s'il y a quelque chose après. S'il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Et oui, t'en apprends tous les jours, hein, de toute façon, même au bout de plus de 10 ans d'enquête. Hein. Mais oui, ça change la perception parce que tu te rends compte que tout ce qu'on te montre à la télé, c'est pas forcément la réalité. Qu'il y a des choses que on va prendre pour un jeu ou non, ça peut être dangereux. Toutes des choses comme ça. Oui, ouais, je me suis rendu compte que
Quand on veut être là-dedans, faut déjà pas être peureux. Ouais, Et puis faut vraiment le vouloir. C'est pas juste l'histoire d'une soirée pour faire un petit délire entre potes, quoi, tu vois. Bon, moi, je t'avoue que je sais pas si j'aurais les pour le faire, tu vois. Puis au début, comme tu dis, tu vois, au début, on évolue. On évolue parce qu'au début, même si tu fais gaffe, j'ai été imprudente aussi. J'ai appris de mes erreurs et je n'ai plus refait les mêmes erreurs. Du genre sur mes premières enquêtes en 2014, c'était pas la première, mais sur une des plus grosses, j'ai voulu m'en faire qu'à ma tête, à pas écouter. J'étais dans le noir. J'ai failli faire une chute de plus de 5 mètres sur une dalle de béton. Je me suis arrêtée à ça du bord. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, tant mieux que tu n'aies pas tombé. Oui. Voilà. Ok. Merci, Belette. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a inspiré dans tes premières enquêtes? Alors, pour monter mon équipe, je m'y suis prise toute seule. Mais après, pour m'introduire un petit peu, enfin, pas m'introduire, on va dire que j'ai été un petit peu... Je sais pas si le nom de Pascal Isoulé, ça te dit quelque chose. C'était l'ancien documentaliste de l'émission Mystère. Alors, le nom de l'émission, ça me dit quelque chose après... Alors, l'ancien documentaliste de cette émission-là, il était dans le para aussi, il avait décidé de me prendre sous son aile. Ok. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on passait... C'était pas des lives comme maintenant sur TikTok ou quoi, on faisait beaucoup de choses sur Discord, sur des choses comme ça. C'était plus des réseaux moins étendus, moins publics en fait. Ouais. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à s'étendre un petit peu plus. Mais oui, j'ai été pris... Après, il y a Laurent Azzeri aussi, qui est réputé aussi dans le domaine. Il y a plus de 40 ans d'expérience, qui m'a pris sous son aile aussi, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et puis, voilà quoi. Ouais, tu vois ça un peu comme une chance, je pense, parce que ça a l'air d'être des gens... Voilà, quand même réputé dans le domaine. Ouais, après, je te dis, on m'a donné ma chance aussi pour... quand je côtoyais un peu de loin ceux de l'équipe de RIP, bah oui, je me suis dit, pourquoi moi? Parce que je suis une personne comme toutes les autres, en fait. Et voilà, c'est tombé sur moi, donc oui, j'étais flattée, okay. C'est sûr. Ok, bah, super. Dis-moi, et bon, c'est quasiment sûr, mais je te pose la question quand même. As-tu rencontré des sceptiques au début de ton parcours et comment t'as réagi à ceux qui croyaient pas en ce que tu faisais? Moi, ceux qui croient pas en ce que je faisais, je leur proposais de venir avec moi puis de prendre une couche culotte. Non, je rigole. Non, je leur ai dit, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. C'est pas, personne n'est obligé de. Ouais. Voilà. Mais j'ai remarqué que chez beaucoup de sceptiques, c'est parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils peuvent pas c'est pas palpable. C'est pas explicable, donc ils préfèrent le renier parce qu'ils en ont peur la plupart du temps. Ouais. Il y en a beaucoup qui réagissent comme ça pour ça. Et il y a des sceptiques, après être venus avec nous, qui sont repartis assez perplexes quand même. Voilà. Il y avait un journaliste comme ça qui est venu avec nous, très gentil. C'était le photographe. Le journaliste, lui, il y croyait un petit peu plus. Quand il a vu qu'on s'adressait à lui, qu'on lui sortait des choses personnelles que personne ne savait, il s'était dit, ouais, quand même, là, je me pose des questions. C'était assez intéressant comme expérience. Ouais, bah, j'imagine, ouais. En tout cas, ouais, comme dit, pour moi, faut avoir déjà un petit peu dans le pantalon pour... Mais après, tu sais, dans une équipe d'enquêteurs en para, je trouve que c'est très bien d'avoir quelqu'un qui est terre à terre, qui ne croit pas en tout, justement. Il faut avoir un peu de tout, parce qu'il faut garder la tête sur les épaules quand même, tu vois. C'est bien. Quelqu'un de cartésien dans une équipe, ça peut être un avantage aussi. Merci, Takudoko. Ouais, pour éviter qu'au final, il y a une escalade. Éviter de s'éparpiller un petit peu, ouais. Ok. Y a-t-il une expérience paranormale que tu as vécue personnellement et qui t'a poussé à te lancer dans les enquêtes de terrain? Oui, aussi. Je me souviens, mon fils, il va avoir 17 ans au mois de mars. Quand ma grand-mère est décédée, je devais être enceinte d'à peu près un petit peu moins de 8 mois.
Et le jour de son... Quand j'avais été la voir à l'hôpital, j'ai eu un flash. J'ai vu le jour de son décès, la date, vraiment. J'ai rien dit à personne de ma famille, parce que, bon, il y en a qui m'en ont voulu, qu'ils ont compris après. Parce que je me suis dit, ils venaient tous la voir à l'hôpital, le sourire. Tandis que si je leur avais dit, alors qu'ils étaient là tous les jours avec elle, ils seraient venus comme si qu'ils étaient déjà en deuil et ma grand-mère en aurait dépéré plus vite. Donc j'ai pris l'initiative de ne rien dire. Et quand elle est décédée, la nuit où elle est décédée, mon portable était en silencieux. Je dormais. J'ai pas entendu ma cousine qui m'a appelé dans la nuit pour me dire, bah mamie, c'est fini. Et à l'époque, je mangeais mes ongles, mais à ras, je te jure, c'était limite doigt de grenouille, tu vois, comme on dit. Et papa de mon fils, c'était pareil. Et je me suis réveillée. Toute la nuit, j'ai rêvé que, tu sais, comme quand tu vois quelqu'un dans un cercueil, mais vitesse accélérée, puis qui se décompose. Ok. Toute la nuit. Et quand je me suis réveillée, j'avais 5 griffes comme ça, 5 traces d'ongles sur mon bras, sachant que ma grand-mère avait de très longs ongles. Et à partir de ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas... C'était peut-être un message, je me suis dit, je vais essayer d'aller plus loin, peut-être que je pourrais apporter des réponses justement à des familles en deuil, plus qu'autre chose qu'à travers le terrain aussi, tu vois. Ok. Ouais. En tout cas, ouais, c'est... bon, on en avait discuté une fois. J'ai dit que moi, ça m'était arrivé quelquefois aussi de me réveiller et d'avoir des griffures, alors que je n'ai pas d'ongles, et au final, il peut y avoir plein d'explications, autant Il peut y avoir des explications rationnelles ou terre pas. à terre, rationnelles. Mais bon, après... Ah, tu vois, genre là, j'ai la lumière, je sais pas si t'as vu. Tu verras si dans 2-3 jours elle grille, c'est qu'il fallait la changer. Voilà.